Illusion perdue par Honoré de Balzac, partie 10 du livre audio, suite de la partie 2 du roman Un grand homme de province à Paris. Un jeune homme se présenta pour être rédacteur, de l'air timide et inquiet qu'avait Lucien naguère. Lucien vit avec un plaisir secret Giroudeau pratiquant sur le néophyte les plaisanteries par lesquelles le vieux militaire l'avait abusé. Son intérêt lui fit parfaitement comprendre la nécessité de ce manège, qui mettait des barrières presque infranchissables entre les débutants et la mansarde où pénétraient les élus. « Il n'y a pas déjà tant d'argent pour les rédacteurs, dit-il à Giroudeau. « Si vous étiez plus de monde, chacun de vous en aurait moins, répondit le capitaine. Et donc ? L'ancien militaire fit tourner sa canne plombée, sortit en broumant, et parut stupéfait de voir Lucien montant dans le bel équipage qui stationnait sur les boulevards. « Vous êtes maintenant les militaires, et nous sommes les Pékins, lui dit le soldat. Ma parole d'honneur, ces jeunes gens me paraissent être les meilleurs enfants du monde, dit Lucien à Coralie. Me voilà journaliste avec la certitude de pouvoir gagner 600 francs par mois en travaillant comme un cheval. Mais je placerai mes 2 ouvrages et j'en ferai d'autres, car mes amis vont m'organiser un succès. Ainsi, je dis comme toi, Coralie, vogue la galère. Tu réussiras, mon petit. Mais ne sois pas aussi bon que tu es beau, tu te perdrais. Sois méchant avec les hommes, c'est bon genre. Coralie et Lucien allèrent se promener au bois de Boulogne. Ils y rencontrèrent encore la marquise d'Espard, madame de Bargeton et le baron Châtelet. Madame de Bargeton regarda Lucien d'un air séduisant qui pouvait passer pour un salut. Camusot avait commandé le meilleur dîner du monde. Coralie, en se sachant débarrassée de lui, fut si charmante pour le pauvre marchand de soieries qu'il ne se souvint pas, durant les 14 mois de leur liaison, de l'avoir vue si gracieuse ni si attrayante. « Allons, se dit-il, restons avec elle, quand même. » Camusot proposa secrètement à Coralie une inscription de 6 000 livres de rente sur le grand livre, que ne connaissait pas sa femme, si elle voulait rester sa maîtresse, en consentant à fermer les yeux sur ses amours avec Lucien. « Trahir un pareil ange, mais regarde-le donc. Et regarde-toi, dit-elle en lui montrant le poète que Camusot avait légèrement étourdi en le faisant voir. Camusot résolut d'attendre que la misère lui rendît la femme que la misère lui avait déjà livrée. « Je ne serai donc que ton ami, dit-il en la baisant au front. Lucien laissa Coralie et Camusot pour aller aux galeries de bois. Quel changement son initiation au mystère du journal avait produit dans son esprit. Il se mêla sans peur à la foule qui ondoyait dans les galeries. Il eut l'air impertinent parce qu'il avait une maîtresse. Il entra chez Doria d'un air dégagé parce qu'il était journaliste. Il y trouva grande société. Il y donna la main à Blondet, à Nathan, à Finot, à toute la littérature avec laquelle il avait fraternisé depuis une semaine. Il se crut un personnage et se flatta de surpasser ses camarades. La petite pointe de vin qui l'animait le servit à merveille. Il fut spirituel et montra qu'il savait hurler avec les loups. Néanmoins, Lucien ne recueillit pas les approbations tacites, muettes ou parlées sur lesquelles il comptait. Il aperçut un premier mouvement de jalousie parmi ce monde, moins inquiet que curieux peut-être de savoir quelle place prendrait une supériorité nouvelle et ce qu'elle avalerait dans le partage général des produits de la presse. Finot, qui trouvait en Lucien une mine à exploiter, Lousteau, qui croyait avoir des droits sur lui, furent les seuls que le poète vit souriant. Lousteau, qui avait déjà pris les allures d'un rédacteur en chef, frappa vivement au carreau du cabinet de Doria. « Dans un moment, mon ami, » lui répondit le libraire en levant la tête au-dessus des rideaux verts et en le reconnaissant. Le moment dura 1 heure, après laquelle Lucien et son ami entrèrent dans le sanctuaire. « Eh bien,
Avez-vous pensé à l'affaire de notre ami ? Dit le nouveau rédacteur en chef. Certes, dit Doria en se penchant sultanesquement dans son fauteuil. J'ai parcouru le recueil. Je l'ai fait lire à un homme de goût, à un bon juge, car je n'ai pas la prétention de m'y connaître. Moi, mon ami, j'achète la gloire toute faite, comme cet Anglais achetait l'amour. Vous êtes aussi grand poète que vous êtes joli garçon, mon petit, dit Doria. Foi d'honnête homme, je ne dis pas de libraire, remarquez. Vos sonnets sont magnifiques. On n'y sent pas le travail, ce qui est rare quand on a l'inspiration et de la verve. Enfin, vous savez rimer, une des qualités de la nouvelle école. Vos marguerites sont un beau livre, mais ce n'est pas une affaire, et je ne peux m'occuper que de vastes entreprises. Par conscience, je ne veux pas prendre vos sonnets. Il me serait impossible de les pousser. Il n'y a pas assez à gagner pour faire les dépenses d'un succès. D'ailleurs, vous ne continuerez pas la poésie. Votre livre est un livre isolé. Vous êtes jeune homme. Vous m'apportez l'éternel recueil des premiers vers que font au sortir du collège tous les gens de lettres, auxquels ils tiennent tout d'abord et dont ils se moquent plus tard. Lousteau, votre ami, doit avoir un poème caché dans ses vieilles chaussettes. N'as-tu pas un poème, Lousteau ? Dit Doria en jetant sur Étienne un fin regard de compère. Et comment pourrais-je écrire en prose ? Dit Lousteau. Eh bien, vous le voyez, il ne m'en a jamais parlé. Mais notre ami connaît la librairie et les affaires, reprit Doria. Pour moi, la question, dit-il en câlinant Lucien, n'est pas de savoir si vous êtes un grand poète. Vous avez beaucoup, mais beaucoup de mérite. Si je commençais la librairie, je commettrais la faute de vous éditer. Mais d'abord, aujourd'hui, mes commanditaires et mes bailleurs de fonds me couperaient les vivres. Il suffit que j'y ai perdu 20 000 francs l'année dernière pour qu'ils ne veuillent entendre à aucune poésie. Et ils sont mes maîtres. Néanmoins, la question n'est pas là. J'admets que vous soyez un grand poète. Serez-vous fécond ? Pondrez-vous régulièrement des sonnets ? Deviendrez-vous 10 volumes ? Serez-vous une affaire ? Eh bien, non. Vous serez un délicieux prosateur. Vous avez trop d'esprit pour le gâter par des chevilles. Vous avez à gagner 30 000 francs par an dans les journaux. Et vous ne les troquerez pas contre 3 000 francs que vous donneront très difficilement vos hémistiches, vos strophes et autres ficharades. Vous savez, Doria, que monsieur est du journal, dit Lousteau. Oui, répondit Doria, j'ai lu son article. Et dans son intérêt, bien entendu, je lui refuse les marguerites. Oui, monsieur. Je vous aurais donné plus d'argent dans 6 mois d'ici pour les articles que j'irais vous demander que pour votre poésie invendable. Et la gloire, s'écria Lucien. Doria et Lousteau se mirent à rire. Dame, dit Lousteau, ça conserve des illusions. La gloire, répondit Doria, c'est 10 ans de persistance et une alternative de 100 000 francs de perte ou de gain pour le libraire. Si vous trouvez des fous qui impriment vos poésies, dans un an d'ici, vous aurez de l'estime pour moi en apprenant le résultat de leur opération. Vous avez là le manuscrit, dit Lucien, froidement. Le voici, mon ami, répondit Doria, dont les façons avec Lucien s'étaient déjà singulièrement édulcorées. Lucien prit le rouleau sans regarder l'état dans lequel était la ficelle, tant Doria avait l'air d'avoir lu les marguerites. Il sortit avec Lousteau sans paraître ni consterné ni mécontent. Doria accompagna les 2 amis dans la boutique en parlant de son journal et de celui de Lousteau. Lucien jouait négligemment avec le manuscrit des marguerites. « Tu crois que Doria a lu ou fait lire tes sonnets ?» lui dit Étienne à l'oreille. « Oui, dit Lucien. »« Regarde les scellés. » Lucien aperçut l'encre et la ficelle dans un état de conjonction parfaite. « Quel sonnet avez-vous le plus particulièrement remarqué ?» dit Lucien au libraire en pâlissant de colère et de rage. « Ils sont tous remarquables, mon ami, répondit Doria, mais celui sur la marguerite est délicieux. Il se termine par une pensée fine et très délicate. Là, j'ai deviné le succès que votre prose doit obtenir.
Aussi vous ai-je recommandé sur-le-champ à Finot. Faites-nous des articles, nous les payerons bien. Voyez-vous, penser à la gloire, c'est fort beau, mais n'oubliez pas le solide, et prenez tout ce qui se présentera. Quand vous serez riche, vous ferez des vers. » Le poète sortit brusquement dans les galeries pour ne pas éclater. Il était furieux. « Eh bien, enfant, dit Lousteau, qui le suivit, sois donc calme, accepte les hommes pour ce qu'ils sont. Des moyens. Veux-tu prendre ta revanche ? » « À tout prix, dit le poète. Voici un exemplaire du livre de Nathan que Doria vient de me donner et dont la seconde édition paraît demain. Relis cet ouvrage et fais un article qui le démolisse. Félicien Vernoux ne peut souffrir Nathan, dont le succès nuit, à ce qu'il croit, au futur succès de son ouvrage. Une des manies de ces petits esprits est d'imaginer que, sous le soleil, il n'y a pas de place pour deux succès. Aussi fera-t-il mettre ton article dans le grand journal auquel il travaille. Mais que peut-on dire contre ce livre ? Il est beau, s'écria Lucien. Oh, ça, mon cher, apprends ton métier, dit en riant Lousteau. Le livre, fût-il un chef-d'œuvre, doit devenir sous ta plume une stupide niaiserie, une œuvre dangereuse et malsaine. Mais comment ? Tu changeras les beautés en défauts. Je suis incapable d'opérer une pareille métamorphose. Mon cher, voici la manière de procéder en semblable occurrence. Attention, mon petit, tu commenceras par trouver l'œuvre belle, et tu peux t'amuser à écrire alors ce que tu en penses. Le public se dira « ce critique est sans jalousie ». Il sera sans doute impartial. Dès lors, le public tiendra ta critique pour consciencieuse. Après avoir conquis l'estime de ton lecteur, tu regretteras d'avoir à blâmer le système dans lequel de semblables livres vont faire entrer la littérature française. La France, diras-tu, ne gouverne-t-elle pas l'intelligence du monde entier ? Jusqu'aujourd'hui, de siècle en siècle, les écrivains français maintenaient l'Europe dans la voie de l'analyse, de l'examen philosophique, par la puissance du style et par la forme originale qu'ils donnaient aux idées. Ici, tu places, pour le bourgeois, un éloge de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de Montesquieu, de Buffon. Tu expliqueras combien, en France, la langue est impitoyable. Tu prouveras qu'elle est un vernis étendu sur la pensée. Tu lâcheras des axiomes comme « Un grand écrivain en France est toujours un grand homme. Il est tenu, par la langue, à toujours penser. Il n'en est pas ainsi dans les autres pays, etc. » Tu démontreras ta proposition en comparant Rabener, un moraliste satirique allemand, à la Bruyère. Il n'y a rien qui pose un critique comme de parler d'un auteur étranger inconnu. Kant est le piédestal de Cousin. Une fois sur ce terrain, tu lances un mot qui résume et explique au niais le système de nos hommes de génie du dernier siècle, en appelant leur littérature une littérature idée. Armé de ce mot, tu jettes tous les morts illustres à la tête des auteurs vivants. Tu expliqueras alors que de nos jours, il se produit une nouvelle littérature où l'on abuse du dialogue, la plus facile des formes littéraires, et des descriptions qui dispensent de penser. Tu opposeras les romans de Voltaire, de Diderot, de Sterne, de Le Sage, si substantiels, si incisifs, aux romans modernes où tout se traduit par des images, et que Walter Scott a beaucoup trop dramatisé. Dans un pareil genre, il n'y a place que pour l'inventeur. Le roman à la Walter Scott est un genre et non un système, diras-tu. Tu foudroieras ce genre funeste où l'on délaye les idées, où elles sont passées au laminoir, genre accessible à tous les esprits. Genre où chacun peut devenir auteur à bon marché, genre que tu nommeras enfin la littérature imagée. Tu feras tomber cette argumentation sur Nathan, en démontrant qu'il est un imitateur et n'a que l'apparence du talent. Le grand style serré du XVIIIe siècle manque à son livre. Tu prouveras que l'auteur y a substitué les événements aux sentiments. Le mouvement n'est pas la vie, le tableau n'est pas l'idée. Lâche de ces sentences-là, le public les répète. Malgré le mérite de cette œuvre, elle te paraît alors fatale et dangereuse. Elle ouvre les portes du temple de la gloire à la foule, et tu feras apercevoir, dans le lointain, une armée de petits auteurs empressés d'imiter cette forme.
Ici, tu pourras te livrer dès lors à de tonnantes lamentations sur la décadence du goût, et tu glisseras l'éloge de messieurs Étienne, Jouy, Tissot, Gosse, Duval, Jay, Benjamin Constant, Aignan, Baour-Lormian, Villemain, les coryphées du parti libéral napoléonien, sous la protection desquels se trouve le journal de Vernou. Tu montreras cette glorieuse phalange résistant à l'invasion des romantiques, tenant pour l'idée et le style contre l'image et le bavardage, continuant l'école voltairienne et s'opposant à l'école anglaise et allemande, de même que les 17 orateurs de la gauche combattent pour la nation contre les ultras de la droite. Protégé par ces noms révérés de l'immense majorité des Français, qui sera toujours pour l'opposition de la gauche, tu peux écraser Nathan, dont l'ouvrage, quoique renfermant des beautés supérieures, donne en France droit de bourgeoisie à une littérature sans idée. Dès lors, il ne s'agit plus de Nathan ni de son livre, comprends-tu, mais de la gloire de la France. Le devoir des plumes honnêtes et courageuses est de s'opposer vivement à ces importations étrangères. Là, tu flattes l'abonné. Selon toi, la France est une fine commère. Il n'est pas facile de la surprendre. Si le libraire a, pour des raisons dans lesquelles tu ne veux pas entrer, escamoté un succès, le vrai public a bientôt fait justice des erreurs causées par les 500 niais qui composent son avant-garde. Tu diras qu'après avoir eu le bonheur de vendre une édition de ce livre, le libraire est bien audacieux d'en faire une seconde, et tu regretteras qu'un si habile éditeur connaisse si peu les instincts du pays. Voilà tes masses. Saupoudre-moi d'esprit ces raisonnements, relève-les par un petit filet de vinaigre, et Doria est frit dans la poêle aux articles. Mais n'oublie pas de terminer en ayant l'air de plaindre dans Nathan l'erreur d'un homme à qui, s'il quitte cette voie, la littérature contemporaine devra de belles œuvres. Lucien fut stupéfait en entendant parler Lousteau. À la parole du journaliste, il lui tombait des écailles des yeux. Il découvrait des vérités littéraires qu'il n'avait même pas soupçonnées. « Mais ce que tu me dis, s'écria-t-il, est plein de raison et de justesse. »« Sans cela, pourrais-tu battre en brèche le livre de Nathan ?» dit Lousteau. « Voilà, mon petit, une première forme d'article qu'on emploie pour démolir un ouvrage. C'est le pic du critique. Mais il y a bien d'autres formules. Ton éducation se fera quand tu seras obligé de parler absolument d'un homme que tu n'aimeras pas. Quelquefois, les propriétaires, les rédacteurs en chef d'un journal ont la main forcée. Tu déploieras les négations de ce que nous appelons l'article de fond. On met en tête de l'article le titre du livre dont on veut que vous vous occupiez. On commence par des considérations générales dans lesquelles on peut parler des Grecs et des Romains, puis on dit à la fin « Ces considérations nous ramènent au livre de monsieur Untel, qui sera la matière d'un second article. Et le second article ne paraît jamais. On étouffe ainsi le livre entre deux promesses. Ici, tu ne fais pas un article contre Nathan, mais contre Doria. Il faut un coup de pic. Sur un bel ouvrage, le pic n'entame rien, et il entre dans un mauvais livre jusqu'au cœur. Au premier cas, il ne blesse que le libraire, et dans le second, il rend service au public. Ces formes de critique littéraire s'emploient également dans la critique politique. » La cruelle leçon d'Étienne ouvrait des cases dans l'imagination de Lucien qui comprit admirablement ce métier. « Allons au journal, dit Lousteau, nous y trouverons nos amis et nous conviendrons d'une charge à fond de train contre Nathan. Et ça les fera rire, tu verras. » Arrivés rue Saint-Fiacre, ils montèrent ensemble à la mansarde où se faisait le journal, et Lucien fut aussi surpris que ravi de voir l'espèce de joie avec laquelle ses camarades convinrent de démolir le livre de Nathan. Hector Merlin prit un carré de papier, et il écrivit ces lignes qu'il alla porter à son journal. « On annonce une seconde édition du livre de monsieur Nathan. Nous comptions garder le silence sur cet ouvrage, mais cette apparence de succès nous oblige à publier un article, moins sur l'œuvre que sur la tendance de la jeune littérature. » En tête des plaisanteries pour le numéro du lendemain, Lousteau mit cette phrase. « Le libraire Doria publie une seconde édition du livre de monsieur Nathan. Il ne connaît donc pas le proverbe du palais.
non bis in idem. Honneur au courage malheureux. Les paroles d'Étienne avaient été comme un flambeau pour Lucien, à qui le désir de se venger de Doria tint lieu de conscience et d'inspiration. 3 jours après, pendant lesquels il ne sortit pas de la chambre de Coralie où il travaillait au coin du feu, servi par Bérénice et caressé dans ses moments de lassitude par l'attentive et silencieuse Coralie, Lucien mit au net un article critique d'environ 3 colonnes où il s'était élevé à une hauteur surprenante. Il courut au journal. Il était 9 heures du soir. Il y trouva les rédacteurs et leur lut son travail. Il fut écouté sérieusement. Félicien ne dit pas un mot. Il prit le manuscrit et dégringola les escaliers. « Que lui prend-il » s'écria Lucien. « Il porte ton article à l'imprimerie, » dit Hector Merlin. « C'est un chef-d'œuvre où il n'y a ni un mot à retrancher, ni une ligne à ajouter. »« Il ne faut que te montrer le chemin, » dit Lousteau. « Je voudrais voir la mine que fera Dathan demain en lisant cela, » dit un autre rédacteur, sur la figure duquel éclatait une douce satisfaction. « Il faut être votre ami, » dit Hector Merlin. « C'est donc bien ?» demanda vivement Lucien. « Blondet et Vignon s'en trouveront mal, » dit Lousteau. « Voici, » reprit Lucien, « un petit article que j'ai broché pour vous et qui peut, en cas de succès, fournir une série de compositions semblables. »« Lisez-nous cela, » dit Lousteau. Lucien leur lut alors un de ces délicieux articles qui firent la fortune de ce petit journal, et où, en 2 colonnes, il peignait un des menus détails de la vie parisienne, une figure, un type, un événement normal, ou quelque singularité. Cet échantillon, intitulé « Les passants de Paris », était écrit dans cette manière neuve et originale où la pensée résultait du choc des mots, où le cliquetis des adverbes et des adjectifs réveillait l'attention. Cet article était aussi différent de l'article grave et profond sur Nathan que les lettres persanes diffèrent de l'esprit des lois. « Tu es né journaliste, » lui dit Lousteau. « Cela passera demain. Fais-en tant que tu voudras. »« Ah, ça, » dit Merlin, « Doria est furieux des 2 obus que nous avons lancés dans son magasin. Je viens de chez lui. Il fulminait des imprécations. Il s'emportait contre Finot qui lui disait d'avoir vendu son journal. Moi, je l'ai pris à part et lui ai coulé ces mots dans l'oreille. Les marguerites vous coûteront cher. Il vous arrive un homme de talent et vous l'envoyez promener quand nous l'accueillons à bras ouverts. Doria sera foudroyé par l'article que nous venons d'entendre, dit Lousteau à Lucien. Tu vois, mon enfant, ce qu'est le journal ? Mais ta vengeance marche. Le baron Châtelet est venu demander ce matin ton adresse. Il y a eu ce matin un article sanglant contre lui. L'ex-beau a une tête faible. Il est au désespoir. Tu n'as pas lu le journal ? L'article est drôle. Vois. Convoi du Héron pleuré par la Seiche. Madame de Bargeton est décidément appelée l'os de Seiche dans le monde, et Châtelet n'est plus nommé que le baron Héron. Lucien prit le journal et ne put s'empêcher de rire en lisant ce petit chef-d'œuvre de plaisanterie dû à Vernou. « Ils vont capituler, » dit Hector Merlin. Lucien participa joyeusement à quelques-uns des bons mots et des traits avec lesquels on terminait le journal, en causant et fumant, en racontant les aventures de la journée, les ridicules des camarades ou quelques nouveaux détails sur leur caractère. Cette conversation, éminemment moqueuse, spirituelle, méchante, mit Lucien au courant des mœurs et du personnel de la littérature. « Pendant que l'on compose le journal, dit Lousteau, je vais aller faire un tour avec toi, te présenter à tous les contrôles et à toutes les coulisses des théâtres où tu as tes entrées. Puis nous irons retrouver Florine et Coralie au panorama dramatique où nous folichonnerons avec elles dans leur loge. » Tous deux donc, bras dessus, bras dessous, ils allèrent de théâtre en théâtre, où Lucien fut intronisé comme rédacteur, complimenté par les directeurs, lorgné par les actrices qui tous avaient su l'importance qu'un seul article de lui venait de donner à Coralie et à Florine. Engagées, l'une au gymnase à 12 000 francs par an et l'autre à 8 000 francs au panorama. Ce fut autant de petites ovations qui grandirent Lucien à ses propres yeux
et lui donnèrent la mesure de sa puissance. À 11 heures, les deux amis arrivèrent au panorama dramatique, où Lucien eut un air dégagé qui fit merveille. Nathan y était. Nathan tendit la main à Lucien, qui la prit et la serra. « Ah, ça ! Mais maître, dit-il en regardant Lucien et Lousteau, vous voulez donc m'enterrer ? Attends donc à demain, mon cher. Tu verras comment Lucien t'a empoigné. Parole d'honneur, tu seras content. Quand la critique est aussi sérieuse que celle-là, un livre y gagne. » Lucien était rouge de honte. « Est-ce dur ? demanda Nathan. « C'est grave, dit Lousteau. »« Il n'y aura donc pas de mal, reprit Nathan. Hector Merlin disait au foyer du vaudeville que j'étais échiné. »« Laissez-le dire, et attendez !» s'écria Lucien qui se sauva dans la loge de Coralie en suivant l'actrice au moment où elle quittait la scène dans son attrayant costume. Le lendemain, au moment où Lucien déjeunait avec Coralie, il entendit un cabriolet dont le bruit net dans sa rue assez solitaire annonçait une élégante voiture et dont le cheval avait cette allure déliée et cette manière d'arrêter qui trahit la race pure. De sa fenêtre, Lucien aperçut en effet le magnifique cheval anglais de Doria et Doria qui tendait les guides à son groom avant de descendre. « C'est le libraire !» cria Lucien à sa maîtresse. « Faites attendre !» dit aussitôt Coralie à Bérénice. Lucien sourit de l'aplomb de cette jeune fille qui s'identifiait si admirablement à ses intérêts et revint l'embrasser avec une effusion vraie. Elle avait eu de l'esprit. La promptitude de l'impertinent libraire, l'abaissement subit de ce prince des charlatans, tenait à des circonstances presque entièrement oubliées tant le commerce de la librairie s'est violemment transformé depuis 15 ans. De 1816 à 1827, époque à laquelle les cabinets littéraires, d'abord établis pour la lecture des journaux, entreprirent de donner à lire les livres nouveaux moyennant une rétribution, et où l'aggravation des lois fiscales sur la presse périodique firent créer l'annonce, la librairie n'avait pas d'autre moyen de publication que les articles insérés ou dans les feuilletons ou dans le corps des journaux. Jusqu'en 1822, les journaux français paraissaient en feuilles d'une si médiocre étendue que les grands journaux dépassaient à peine les dimensions des petits journaux d'aujourd'hui. Pour résister à la tyrannie des journalistes, Doria et l'Advocat, les premiers, inventèrent ces affiches par lesquelles ils captèrent l'attention de Paris, en y déployant des caractères de fantaisie, des coloriages bizarres, des vignettes et, plus tard, des lithographies qui firent de l'affiche un poème pour les yeux et souvent une déception pour la bourse des amateurs. Les affiches devinrent si originales qu'un de ces maniaques appelés collectionneurs possède un recueil complet des affiches parisiennes. Ce moyen d'annonce, d'abord restreint aux vitres des boutiques et aux étalages des boulevards, mais plus tard étendu à la France entière, fut abandonné pour l'annonce. Néanmoins, l'affiche, qui frappe encore les yeux quand l'annonce est souvent l'œuvre, sont oubliées, subsistera toujours, surtout depuis qu'on a trouvé le moyen de la peindre sur les murs. L'annonce, accessible à tous moyennant finance, et qui a converti la 4e page des journaux en un champ aussi fertile pour le fisc que pour les spéculateurs, naquit sous les rigueurs du timbre, de la poste et des cautionnements. Ces restrictions inventées du temps de M. de Villèle, qui aurait pu tuer alors les journaux en les vulgarisant, créèrent, au contraire, des espèces de privilèges en rendant la fondation d'un journal presque impossible. En 1821, les journaux avaient donc droit de vie et de mort sur les conceptions de la pensée et sur les entreprises de la librairie. Une annonce de quelques lignes insérée au Fait Paris se payait horriblement cher. Les intrigues étaient si multipliées au sein des bureaux de rédaction et le soir sur le champ de bataille des imprimeries, à l'heure où la mise en page décidait de l'admission ou du rejet de tel ou tel article, que les fortes maisons de librairie avaient à leur solde un homme de lettres pour rédiger ces petits articles où il fallait faire entrer beaucoup d'idées en peu de mots. Ces journalistes obscurs, payés seulement après l'insertion, restaient souvent pendant la nuit aux imprimeries pour voir mettre sous presse,
soit les grands articles obtenus, Dieu sait comme, soit ces quelques lignes qui prirent depuis le nom de réclame. Aujourd'hui, les mœurs de la littérature et de la librairie ont si fort changé que beaucoup de gens traiteraient de fables les immenses efforts, les séductions, les lâchetés, les intrigues que la nécessité d'obtenir ces réclames inspirait aux libraires, aux auteurs, aux martyrs de la gloire, à tous les forçats condamnés au succès à perpétuité. Dîners, cajoleries, présents, tout était mis en usage auprès des journalistes. L'anecdote suivante expliquera mieux que toutes les assertions l'étroite alliance de la critique et de la librairie. Un homme de haut style et visant à devenir homme d'État, dans ces temps-là jeune, galant et rédacteur d'un grand journal, devint le bien-aimé d'une fameuse maison de librairie. Un jour, un dimanche, à la campagne où l'opulent libraire fêtait les principaux rédacteurs des journaux, la maîtresse de la maison, alors jeune et jolie, emmena dans son parc l'illustre écrivain. Le premier commis, allemand froid, grave et méthodique, ne pensant qu'aux affaires, se promenait un feuilletoniste sous le bras, en causant d'une entreprise sur laquelle il le consultait. La causerie les mène hors du parc. Ils atteignent les bois. Au fond d'un fourré, l'Allemand voit quelque chose qui ressemble à sa patronne. Il prend son lorgnon, fait signe au jeune rédacteur de se taire, de s'en aller, et retourne lui-même avec précaution sur ses pas. « Qu'avez-vous vu ?» lui demanda l'écrivain. « Presque rien, répondit-il. Notre grand article passe. Demain, nous aurons au moins 3 colonnes au débat. » Un autre fait expliquera cette puissance des articles. Un livre de M. de Chateaubriand, sur le dernier des Stuarts, était dans un magasin à l'état de Rossignol. Un seul article écrit par un jeune homme dans le journal des débats fit vendre ce livre en 1 semaine. Par un temps où, pour lire un livre, il fallait l'acheter et non le louer, on débitait 10 000 exemplaires de certains ouvrages libéraux, vantés par toutes les feuilles de l'opposition. Mais aussi, la contrefaçon belge n'existait pas encore. Les attaques préparatoires des amis de Lucien et son article avaient la vertu d'arrêter la vente du livre de Nathan. Nathan ne souffrait que dans son amour-propre. Il n'avait rien à perdre, il était payé. Mais Doria pouvait perdre 30 000 francs. En effet, le commerce de la librairie dite de nouveauté se résume dans ce théorème commercial. Une rame de papier blanc vaut 15 francs. Imprimée, elle vaut, selon le succès, ou 100 sous, ou 100 écus. Un article pour ou contre, dans ce temps-là, décidait souvent cette question financière. Doria, qui avait 500 rames à vendre, accourait donc pour capituler avec Lucien. De sultan, le libraire devenait esclave. Après avoir attendu pendant quelque temps en murmurant, en faisant le plus de bruit possible et parlementant avec Bérénice, il obtint de parler à Lucien. Ce fier libraire prit l'air riant des courtisans quand ils entrent à la cour, mais mêlé de suffisance et de bonhomie. « Ne vous dérangez pas, mes chers amours, dit-il. Sont-ils gentils, ces 2 tourtereaux? Vous me faites l'effet de 2 colombes. Qui dirait, mademoiselle, que cet homme, qui a l'air d'une jeune fille, est un tigre à griffes d'acier qui vous déchire une réputation comme il doit déchirer vos peignoirs quand vous tardez à les ôter. » Et il se mit à rire sans achever sa plaisanterie. « Mon petit, dit-il, en continuant et s'asseyant auprès de Lucien. « Mademoiselle, je suis Doria, dit-il en s'interrompant. Le libraire jugea nécessaire de lâcher le coup de pistolet de son nom, en ne se trouvant pas assez bien reçu par Coralie. « Monsieur, avez-vous déjeuné? Voulez-vous nous tenir compagnie ?» dit l'actrice. « Mais oui, nous causerons mieux à table, » répondit Doria. « D'ailleurs, en acceptant votre déjeuner, j'aurai le droit de vous avoir à dîner avec mon ami Lucien, car nous devons maintenant être amis, comme le gant et la main. »« Bérénice, des huîtres, des citrons, du beurre frais et du vin de champagne, » dit Coralie. « Vous êtes homme de trop d'esprit pour ne pas savoir ce qui m'amène, » dit Doria en regardant Lucien. « Vous venez acheter mes recueils de sonnets ? »
Précisément, répondit Doria. Avant tout, déposons les armes de part et d'autre. Il tira de sa poche un élégant portefeuille, prit 3 billets de 1000 francs, les mit sur une assiette et les offrit à Lucien d'un air courtisanesque, en lui disant « Monsieur est-il content ?» « Oui, » dit le poète qui se sentit inondé par une béatitude inconnue à l'aspect de cette somme inespérée. Lucien se contint, mais il avait envie de chanter, de sauter. Il croyait à la lampe merveilleuse, aux enchanteurs. Il croyait enfin à son génie. « Ainsi, les marguerites sont à moi, » dit le libraire. « Mais vous n'attaquerez jamais aucune de mes publications. »« Les marguerites sont à vous, mais je ne puis engager ma plume. Elle est à mes amis, comme la leur est à moi. Mais, enfin, vous devenez un de mes auteurs. Tous mes auteurs sont mes amis. Ainsi, vous ne nuirez pas à mes affaires sans que je sois averti des attaques afin que je puisse les prévenir. »« D'accord. »« À votre gloire, » dit Doria en haussant son verre. « Je vois bien que vous avez lu les marguerites, » dit Lucien. Doria ne se déconcerta pas. « Mon petit, acheter les marguerites sans les connaître est la plus belle flatterie que puisse se permettre un libraire. Dans 6 mois, vous serez un grand poète. Vous aurez des articles, on vous craint. Je n'aurai rien à faire pour vendre votre livre. Je suis aujourd'hui le même négociant d'il y a 4 jours. Ce n'est pas moi qui ai changé, mais vous. La semaine dernière, vos sonnets étaient pour moi comme des feuilles de chou. Aujourd'hui, votre position en a fait des messéniennes. » « Eh bien, dit Lucien, que le plaisir sultanesque d'avoir une belle maîtresse et que la certitude de son succès rendait railleur et adorablement impertinent, si vous n'avez pas lu mes sonnets, vous avez lu mon article. »« Oui, mon ami, sans cela serais-je venu si promptement ? Il est malheureusement très beau, ce terrible article. Ah, vous avez un immense talent, mon petit. Croyez-moi, profitez de la vogue, dit-il, avec une bonhomie qui cachait la profonde impertinence du mot. Mais avez-vous reçu le journal ? L'avez-vous lu ? Pas encore, dit Lucien. Et cependant, voilà la première fois que je publie un grand morceau de prose. Mais Hector l'aura fait adresser chez moi, rue Charlot. Tiens, lis, dit Doria en imitant Talma dans Manlius. Lucien prit la feuille que Coralie lui arracha. « À moi les prémices de votre plume. Vous savez bien, dit-elle en riant. Doria fut étrangement flatteur et courtisan. Il craignait Lucien. Il l'invita donc avec Coralie à un grand dîner qu'il donnait aux journalistes vers la fin de la semaine. Il emporta le manuscrit des Marguerites en disant à son poète de passer, quand il lui plairait, aux galeries de bois pour signer le traité qu'il tiendrait prêt. Toujours fidèle aux façons royales par lesquelles il essayait d'en imposer aux gens superficiels et de passer plutôt pour un mécène que pour un libraire, il laissa les 3000 francs sans en prendre de reçu, refusa la quittance offerte par Lucien en faisant un geste de nonchalance et partit en baisant la main à Coralie. « Eh bien, mon amour, aurais-tu vu beaucoup de ces chiffons-là si tu étais resté dans ton trou de la rue de Cluny à marauder dans tes bouquins de la bibliothèque Sainte-Geneviève ?» dit Coralie à Lucien qui lui avait raconté toute son existence. « Tiens, tes petits amis de la rue des 4 Vents me font l'effet d'être de grands jobards. » Ses frères du Cénacle étaient des jobards, et Lucien entendit cet arrêt en riant. Il avait lu son article imprimé. Il venait de goûter cette ineffable joie des auteurs, ce premier plaisir d'amour-propre qui ne caresse l'esprit qu'une seule fois. En lisant et relisant son article, il en sentait mieux la portée et l'étendue. L'impression est au manuscrit ce que le théâtre est aux femmes. Elle met en lumière les beautés et les défauts. Elle tue aussi bien qu'elle fait vivre. Une faute saute alors aux yeux, aussi vivement que les belles pensées. Lucien, enivré, ne songeait plus à Nathan. Nathan était son marchepied. Il nageait dans la joie, il se voyait riche. Pour un enfant qui naguère descendait modestement les rampes de Beaulieu à Angoulême, revenait à L'Houmeau dans le grenier de Postel, où toute la famille vivait avec 1200 francs par an,
la somme apportée par Doria, était le potose. Un souvenir, bien vif encore, mais que les continuelles jouissances de la vie parisienne devaient éteindre, le ramena sur la place du Mûrier. Il se rappela sa belle, sa noble sœur Ève, son David et sa pauvre mère. Aussitôt, il envoya Bérénice changer un billet, et pendant ce temps, il écrivit une petite lettre à sa famille. Puis, il dépêcha Bérénice aux messageries en craignant de ne pouvoir, s'il tardait, donner les 500 francs qu'il adressait à sa mère. Pour lui, pour Coralie, cette restitution paraissait être une bonne action. L'actrice embrassa Lucien. Elle le trouva le modèle des fils et des frères. Elle le combla de caresses, car ces sortes de traits enchantent ces bonnes filles qui, toutes, ont le cœur sur la main. « Nous avons maintenant, lui dit-elle, un dîner tous les jours pendant une semaine. Nous allons faire un petit carnaval. Tu as bien assez travaillé. » Coralie, en femme qui voulait jouir de la beauté d'un homme que toutes les femmes allaient lui envier, le ramena chez Staub. Elle ne trouvait pas Lucien assez bien habillé. De là, les deux amants allèrent au bois de Boulogne et revinrent dîner chez Madame du Val-Noble où Lucien trouva Rastignac, Bixiou, Deslupeault, Finot, Blondet, Vignon, le baron de Nucingen, Beaudenord, Philippe Bridau, Conti le grand musicien. Tout le monde des artistes, des spéculateurs, des gens qui veulent opposer de grandes émotions à de grands travaux, et qui, tous, accueillirent Lucien à merveille. Lucien, sûr de lui, déploya son esprit comme s'il n'en faisait pas commerce, et fut proclamé homme fort. Éloge alors à la mode entre ses demi-camarades. « Oh, il faudra voir ce qu'il a dans le ventre !» dit Théodore Gaillard à l'un des poètes protégés par la cour qui songeait à fonder un petit journal royaliste appelé plus tard Le Réveil. Après le dîner, les deux journalistes accompagnèrent leur maîtresse à l'opéra, où Merlin avait une loge, et où toute la compagnie se rendit. Ainsi, Lucien reparut triomphant là où, quelques mois auparavant, il était lourdement tombé. Il se produisit au foyer donnant le bras à Merlin et à Blondet, regardant en face les dandys qui naguère l'avaient mystifié. Il tenait Châtelet sous ses pieds. De Marsay, Vandenesse, Manerville, les lions de cette époque, échangèrent alors quelques airs insolents avec lui. Certes, il avait été question du beau, de l'élégant Lucien dans la loge de Madame d'Espard, où Rastignac fit une longue visite, car la marquise et Madame de Bargeton lorgnèrent Coralie. Lucien excitait-il un regret dans le cœur de Madame de Bargeton ? Cette pensée préoccupa le poète. En voyant la Corinne d'Angoulême, un désir de vengeance agitait son cœur, comme au jour où il avait essuyé le mépris de cette femme et de sa cousine aux Champs-Élysées. « Êtes-vous venu de province avec une amulette ?» dit Blondet à Lucien en entrant quelques jours après vers 11h chez Lucien qui n'était pas encore levé. « Sa beauté, dit-il en montrant Lucien à Coralie qu'il baisa au front, fait des ravages depuis la cave jusqu'au grenier, en haut, en bas. Je viens vous mettre en réquisition, mon cher, dit-il en serrant la main au poète. Hier, aux Italiens, Madame la comtesse de Montcornet a voulu que je vous présentasse chez elle. Vous ne refuserez pas une femme charmante, jeune, et chez qui vous trouverez l'élite du beau monde. »« Si Lucien est gentil, dit Coralie, il n'ira pas chez votre comtesse. Qu'a-t-il besoin de traîner sa cravate dans le monde ? Il s'y ennuierait. »« Voulez-vous le tenir en charte privée ? dit Blondet. Êtes-vous jalouse des femmes comme il faut ? » Oui, s'écria Coralie, elles sont pires que nous. Comment le sais-tu, ma petite chatte ? dit Blondet. Par leur mari, répondit-elle. Vous oubliez que j'ai eu de Marsay pendant 6 mois. Croyez-vous, mon enfant, dit Blondet, que je tienne beaucoup à introduire chez Madame de Montcornet un homme aussi beau que le vôtre ? Si vous vous y opposez, prenons que je n'ai rien dit. Mais il s'agit moins, je crois, de femmes que d'obtenir paix et miséricorde de Lucien à propos d'un pauvre diable, le plastron de son journal. Le baron Châtelet a la sottise de prendre des articles au sérieux.
La marquise d'Espard, madame de Bargeton et le salon de la comtesse de Montcornet s'intéressent au héron. Et j'ai promis de réconcilier Laure et Pétrarque. »« Ah !» s'écria Lucien, dont toutes les veines reçurent un sang plus frais et qui sentit l'énivrante jouissance de la vengeance satisfaite. « J'ai donc le pied sur leur ventre. Vous me faites adorer ma plume, adorer mes amis, adorer le journal et la fatale puissance de la pensée. Je n'ai pas encore fait d'article sur la seiche et le héron. J'irai, mon petit, dit-il en prenant Blondet par la taille. Oui, j'irai, mais quand ce couple aura senti le poids de cette chose si légère. » Il prit la plume avec laquelle il avait écrit l'article sur Nathan et la brandit. « Demain, je leur lance 2 petites colonnes à la tête. Après, nous verrons. Ne t'inquiète de rien, Coralie. Il ne s'agit pas d'amour, mais de vengeance. Et je la veux complète. »« Voilà un homme, dit Blondet. Si tu savais, Lucien, combien il est rare de trouver une explosion semblable dans le monde blasé de Paris, tu pourrais t'apprécier. Tu seras un fier drôle, dit-il, en se servant d'une expression un peu plus énergique. Tu es dans la voie qui mène au pouvoir. »« Il arrivera, dit Coralie. »« Mais il a déjà fait bien du chemin en 6 semaines. » Et quand il ne sera séparé de quelque sceptre que par l'épaisseur d'un cadavre, il pourra se faire un marchepied du corps de Coralie. « Vous vous aimez comme au temps de l'âge d'or, dit Blondet. Je te fais mon compliment sur ton grand article, reprit-il en regardant Lucien. Il est plein de choses neuves. Te voilà passé maître. Lousteau vint avec Hector Merlin et Vernou voir Lucien, qui fut prodigieusement flatté d'être l'objet de leurs attentions. Félicien apportait 100 francs à Lucien pour le prix de son article. Le journal avait senti la nécessité de rétribuer un travail si bien fait, afin de s'attacher l'auteur. Coralie, en voyant ce chapitre de journaliste, avait envoyé commander un déjeuner au Cadran Bleu, le restaurant le plus voisin. Elle les invita tous à passer dans sa belle salle à manger, quand Bérénice vint lui dire que tout était prêt. Au milieu du repas, quand le vin de champagne eut monté toutes les têtes, la raison de la visite que faisaient à Lucien ses camarades se dévoila. « Tu ne veux pas, lui dit Lousteau, te faire un ennemi de Nathan. Nathan est journaliste, il a des amis. Il te jouera un mauvais tour à ta première publication. N'as-tu pas l'archer de Charles IX à vendre? Nous avons vu Nathan ce matin. Il est au désespoir. Mais tu vas lui faire un article où tu lui seringueras des éloges par la figure. » « Comment, après mon article contre son livre, vous voulez ?» demanda Lucien. Émile Blondet, Hector Merlin, Étienne Lousteau, Félicien Vernou, tous interrompirent Lucien par un éclat de rire. « Tu l'as invité à souper ici pour après-demain ?» lui dit Blondet. « Ton article, lui dit Lousteau, n'est pas signé. Félicien, qui n'est pas si neuf que toi, n'a pas manqué d'y mettre au bas un C, avec lequel tu pourras désormais signer tes articles dans son journal, qui est gauche pure. Nous sommes tous de l'opposition. Félicien a eu la délicatesse de ne pas engager tes futures opinions. Dans la boutique d'Hector, dont le journal est centre droit, tu pourras signer par un L. On est anonyme pour l'attaque, mais on signe très bien l'éloge. »« Les signatures ne m'inquiètent pas, dit Lucien, mais je ne vois rien à dire en faveur du livre. »« Tu pensais donc ce que tu as écrit ?» dit Hector à Lucien. « Oui. »« Ah, mon petit, dit Blondet, je te croyais plus fort. Non, ma parole d'honneur, en regardant ton front, je te douais d'une omnipotence semblable à celle des grands esprits, tous assez puissamment constitués pour pouvoir considérer toute chose dans sa double forme. Mon petit, en littérature, chaque idée a son envers et son endroit, et personne ne peut prendre sur lui d'affirmer quel est l'envers. Tout est bilatéral dans le domaine de la pensée. Les idées sont binaires. Janus est le mythe de la critique et le symbole du génie. Il n'y a que Dieu de triangulaire. Ce qui met Molière et Corneille hors ligne, n'est-ce pas la faculté de faire dire oui à Alceste et non à Philinte, à Octave et à Cinna? Rousseau, dans la Nouvelle Héloïse, a écrit une lettre pour et une lettre contre le duel. Oserais-tu prendre sur toi de déterminer sa véritable opinion? Qui de nous pourrait prononcer entre Clarisse et Lovelace
entre Hector et Achille? Quel est le héros d'Homère? Quelle fut l'intention de Richardson? La critique doit contempler les œuvres sous tous leurs aspects. Enfin, nous sommes de grands rapporteurs. Vous tenez donc à ce que vous écrivez, lui dit Vernou d'un air railleur. Mais nous sommes des marchands de phrases, et nous vivons de notre commerce. Quand vous voudrez faire une grande et belle œuvre, un livre enfin, vous pourrez y jeter vos pensées, votre âme, vous y attacher, le défendre. Mais des articles lus aujourd'hui, oubliés demain, ça ne vaut à mes yeux que ce qu'on les paye. Si vous mettez de l'importance à de pareilles stupidités, vous ferez donc le signe de la croix et vous invoquerez l'Esprit Saint pour écrire un prospectus. Tous parurent étonnés de trouver à Lucien des scrupules et achevèrent de mettre en lambeaux sa robe prétexte pour lui passer la robe virile des journalistes. « Sais-tu par quel mot s'est consolé Nathan après avoir lu ton article ?» dit Lousteau. « Comment le saurais-je » Nathan s'est écrié « Les petits articles passent, les grands ouvrages restent. Cet homme viendra souper ici dans 2 jours, il doit se prosterner à tes pieds, baiser ton ergot et te dire que tu es un grand homme. » « Ce serait drôle, dit Lucien. « Drôle, reprit Blondet, c'est nécessaire. »« Mes amis, je veux bien, dit Lucien un peu gris, mais comment faire ?»« Eh bien, dit Lousteau, écris pour le journal de Merlin 3 belles colonnes où tu te réfuteras toi-même. Après avoir joui de la fureur de Nathan, nous venons de lui dire qu'il nous devrait bientôt des remerciements. Pour la polémique serrée à l'aide de laquelle nous allions faire enlever son livre en 8 jours. Dans ce moment-ci, tu es, à ses yeux, un espion, une canaille, un drôle. Après-demain, tu seras un grand homme, une tête forte, un homme de Plutarque. Nathan t'embrassera comme son meilleur ami. Doria est venue, tu as 3 billets de 1000 francs. Le tour est fait. Maintenant, il te faut l'estime et l'amitié de Nathan. Il ne doit y avoir d'attrapé que le libraire. Nous ne devons immoler et poursuivre que nos ennemis. S'il s'agissait d'un homme qui eût conquis un nom sans nous, d'un talent incommode et qu'il fallût annuler, nous ne ferions pas de réplique semblable. Mais Nathan est un de nos amis. Blondet l'avait fait attaquer dans le Mercure pour se donner le plaisir de répondre dans les débats. Aussi, la première édition du livre s'est-elle enlevée. Mes amis, foi d'honnête homme, je suis incapable d'écrire 2 mots d'éloge sur ce livre. Tu auras encore 100 francs, dit Merlin. Nathan t'aura déjà rapporté 10 louis, sans compter un article que tu peux faire dans la revue de Finot, et qui te sera payé 100 francs par Doria et 100 francs par la revue. Total, 20 louis. Mais que dire ? Demanda Lucien. Voici comment tu peux t'en tirer, mon enfant, répondit Blondet en se recueillant. L'envie, qui s'attache à toutes les belles œuvres, comme le ver aux beaux et aux bons fruits, a essayé de mordre sur ce livre, diras-tu. Pour y trouver des défauts, la critique a été forcée d'inventer des théories à propos de ce livre, de distinguer 2 littératures, celle qui se livre aux idées et celle qui s'adonne aux images. Là, mon petit, tu diras que le dernier degré de l'art littéraire est d'empreindre l'idée dans l'image. En essayant de prouver que l'image est toute la poésie, tu te plaindras du peu de poésie que comporte notre langue. Tu parleras des reproches que nous font les étrangers sur le positivisme de notre style, et tu loueras Monsieur de Canalis et Nathan des services qu'ils rendent à la France, en déprosaïsant son langage. Accable ta précédente argumentation en faisant voir que nous sommes en progrès sur le XVIIIe siècle. Invente le progrès, une adorable mystification à faire aux bourgeois. Notre jeune littérature procède par tableaux où se concentrent tous les genres, la comédie et le drame, les descriptions, les caractères, le dialogue, sertis par les nœuds brillants d'une intrigue intéressante. Le roman qui veut le sentiment, le style et l'image, est la création moderne la plus immense. Il succède à la comédie qui, dans les mœurs modernes, n'est plus possible avec ses vieilles lois. Il embrasse le fait et l'idée, dans ses inventions qui exigent et l'esprit de la Bruyère et sa morale incisive. Les caractères traités comme l'entendait Molière, les grandes machines de Shakespeare. Et la peinture des nuances,
les plus délicates de la passion, unique trésor que nous aient laissé nos devanciers. Aussi, le roman est-il bien supérieur à la discussion froide et mathématique, à la sèche analyse du XVIIIe siècle. Le roman, diras-tu sentencieusement, est une épopée amusante. Cite Corinne, appuie-toi sur Madame de Staël. Le XVIIIe siècle a tout mis en question. Le XIXe est chargé de conclure. Aussi conclut-il par des réalités. Mais par des réalités qui vivent et qui marchent. Enfin, il met en jeu la passion, élément inconnu à Voltaire. Tirade contre Voltaire. Quant à Rousseau, il n'a fait qu'habiller des raisonnements et des systèmes. Julie et Claire sont des entéléchies. Elles n'ont ni chair ni os. Tu peux démancher sur ce thème et dire que nous devons à la paix, aux Bourbons, une littérature jeune et originale, car tu écris dans un journal centre-droit. Moque-toi des faiseurs de système. Enfin, tu peux t'écrier par un beau mouvement. Voilà bien des erreurs, bien des mensonges chez notre confrère. Et pourquoi ? Pour déprécier une belle œuvre, tromper le public et arriver à cette conclusion, un livre qui se vend ne se vend pas. Pudor. Lâche, pudor. Ce juron honnête anime le lecteur. Enfin, annonce la décadence de la critique. Conclusion, il n'y a qu'une seule littérature, celle des livres amusants. Nathan est entré dans une voie nouvelle, il a compris son époque et répond à ses besoins. Le besoin de l'époque est le drame. Le drame est le vœu du siècle où la politique est un mimodrame perpétuel. N'avons-nous pas vu en 20 ans, diras-tu, les 4 drames de la Révolution, du Directoire, de l'Empire et de la Restauration ? De là, tu roules dans le dithyrambe de l'éloge. Et la seconde édition s'enlève. Car samedi prochain, tu feras une feuille dans notre revue, et tu la signeras de Rubempré, en toutes lettres. Dans ce dernier article, tu diras « Le propre des belles œuvres est de soulever d'amples discussions. Cette semaine, tel journal a dit telle chose du livre de Nathan, tel autre lui a vigoureusement répondu. Tu critiques les 2 critiques C et L, tu me dis en passant une politesse à propos de mon article des débats, et tu finis en affirmant que l'œuvre de Nathan est le plus beau livre de l'époque. C'est comme si tu ne disais rien, on dit cela de tous les livres. Tu auras gagné 400 francs dans ta semaine, outre le plaisir d'écrire la vérité quelque part. Les gens sensés donneront raison ou à C ou à L, ou à Rubempré, peut-être à tous 3. La mythologie, qui certes est une des plus grandes inventions humaines, a mis la vérité dans le fond d'un puits. Ne faut-il pas des seaux pour l'en tirer ? Tu en auras donné 3 pour 1 au public. Voilà, mon enfant, marche. Lucien fut étourdi. Blondet l'embrassa sur les 2 joues en lui disant « Je vais à ma boutique ». Chacun s'en alla à sa boutique, car, pour ces hommes forts, le journal était une boutique. Tous devaient se revoir le soir aux Galeries de Bois, où Lucien irait signer son traité chez Doria. Florine et Lousteau, Lucien et Coralie, Blondet et Finot dînaient au Palais-Royal, où Dubruel traitait le directeur du Panorama dramatique. « Ils ont raison !» s'écria Lucien quand il fut seul avec Coralie. « Les hommes doivent être des moyens entre les mains des gens forts. 400 francs pour 3 articles. Doguereau me les donnait à peine pour un livre qui m'a coûté 2 ans de travail. »« Fais de la critique, » dit Coralie. « Amuse-toi. Est-ce que je ne suis pas ce soir en Andalouse ? Demain ne me mettrai-je pas en bohémienne ? Un autre jour en homme ? Fais comme moi. Donne-leur des grimaces pour leur argent. Et vivons heureux. » Lucien, épris du paradoxe, fit monter son esprit sur ce mulet capricieux, fils de Pégase et de l'ânesse de Balaam. Il se mit à galoper dans les champs de la pensée pendant sa promenade au bois et découvrit des beautés originales dans la thèse de Blondet. Il dîna comme dînent les gens heureux. Il signa chez Doria un traité par lequel il lui cédait en toute propriété le manuscrit des Marguerites, sans y apercevoir aucun inconvénient. Puis il alla faire un tour au journal,
où il brocha 2 colonnes et revint rue de Vendôme. Le lendemain matin, il se trouva que les idées de la veille avaient germé dans sa tête, comme il arrive chez tous les esprits pleins de sève dont les facultés ont encore peu servi. Lucien éprouva du plaisir à méditer ce nouvel article. Il s'y mit avec ardeur. Sous sa plume se rencontrèrent les beautés que fait naître la contradiction. Il fut spirituel et moqueur. Il s'éleva même à des considérations neuves sur le sentiment et l'image en littérature. Ingénieux et fin, il retrouva, pour louer Nathan, ses premières impressions à la lecture du livre au cabinet littéraire de la cour du commerce. De sanglant et âpre critique, de moqueur comique, il devint poète, en quelques phrases finales qui se balancèrent majestueusement comme un encensoir chargé de parfums vers l'autel. « 100 francs, Coralie !» dit-il en montrant les 8 feuillets de papier écrits pendant qu'elle s'habillait. Dans la verve où il était, il fit à petite plumée l'article terrible promis à Blondet contre Châtelet et Madame de Bargeton. Il goûta pendant cette matinée l'un des plaisirs secrets les plus vifs des journalistes, celui d'aiguiser l'épigramme, d'en polir la lame froide qui trouve sa gaine dans le cœur de la victime et de sculpter le manche pour les lecteurs. Le public admire le travail spirituel de cette poignée. Il n'y entend pas malice, il ignore que l'acier du bon mot, altéré de vengeance, barbote dans un amour-propre fouillé savamment, blessé de 1000 coups. Cet horrible plaisir, sombre et solitaire, dégusté sans témoin, est comme un duel avec un absent, tué à distance avec le tuyau d'une plume, comme si le journaliste avait la puissance fantastique accordée au désir de ceux qui possèdent des talismans dans les contes arabes. L'épigramme est l'esprit de la haine qui hérite de toutes les mauvaises passions de l'homme, de même que l'amour concentre toutes ses bonnes qualités. Aussi n'est-il pas d'homme qui ne soit spirituel en se vengeant, par la raison qu'il n'en est pas un à qui l'amour ne donne des jouissances. Malgré la facilité, la vulgarité de cet esprit en France, il est toujours bien accueilli. L'article de Lucien devait mettre et mit le comble à la réputation de malice et de méchanceté du journal. Il entra jusqu'au fond de 2 cœurs. Il blessa grièvement Madame de Bargeton, son ex-Laure, et le baron Châtelet, son rival. « Eh bien, allons faire une promenade au bois. Les chevaux sont mis, et ils piaffent, » lui dit Coralie. « Il ne faut pas se tuer. » Portons l'article sur Nathan chez Hector. Décidément, le journal est comme la lance d'Achille qui guérissait les blessures qu'elle avait faites, dit Lucien en corrigeant quelques expressions. Les 2 amants partirent et se montrèrent dans leur splendeur à ce Paris qui, naguère, avait renié Lucien et qui maintenant commençait à s'en occuper. Occuper Paris de soi quand on a compris l'immensité de cette ville et la difficulté d'y être quelque chose, causa d'énivrantes jouissances qui grisèrent Lucien. « Mon petit, dit l'actrice, passons chez ton tailleur, presser tes habits ou les essayer s'ils sont prêts. Si tu vas chez tes belles madames, je veux que tu effaces ce monstre de De Marsay, le petit Rastignac, les Ajuda Pinto, les Maxime de Trailles, les Vandenesse, enfin tous les élégants. Songe que ta maîtresse est Coralie, mais ne me fais pas de traits, hein ?» 2 jours après, la veille du souper offert par Lucien et Coralie à leurs amis, l'ambigu donnait une pièce nouvelle dont le compte devait être rendu par Lucien. Après leur dîner, Lucien et Coralie allèrent à pied de la rue de Vendôme au panorama dramatique, par le boulevard du Temple du côté du café turc, qui, dans ce temps-là, était un lieu de promenade en faveur. Lucien entendit vanter son bonheur et la beauté de sa maîtresse. Les uns disaient que Coralie était la plus belle femme de Paris, les autres trouvaient Lucien digne d'elle. Le poète se sentit dans son milieu. Cette vie était sa vie. Le cénacle, à peine l'apercevait-il. Ces grands esprits qu'il admirait tant 2 mois auparavant, il se demandait s'ils n'étaient pas un peu niais avec leurs idées et leur puritanisme. Le mot de Jobard, dit insouciamment par Coralie, avait germé dans l'esprit de Lucien et portait déjà ses fruits.
Il mit Coralie dans sa loge, flâna dans les coulisses du théâtre, où il se promenait en sultan, où toutes les actrices le caressaient par des regards brûlants et par des mots flatteurs. « Il faut que j'aille à l'Ambigu faire mon métier, » dit-il. À l'Ambigu, la salle était pleine. Il ne s'y trouva pas de place pour Lucien. Lucien alla dans les coulisses et se plaignit amèrement de ne pas être placé. Le régisseur, qui ne le connaissait pas encore, lui dit qu'on avait envoyé 2 loges à son journal et l'envoya promener. « Je parlerai de la pièce selon ce que j'en aurai entendu, » dit Lucien d'un air piqué. « Êtes-vous bête ?» dit la jeune première au régisseur. « C'est l'amant de Coralie !» Aussitôt, le régisseur se retourna vers Lucien et lui dit « Monsieur, je vais aller parler au directeur. » Ainsi, les moindres détails prouvaient à Lucien l'immensité du pouvoir du journal et caressaient sa vanité. Le directeur vint et obtint du duc de Rhétoré et de Tullia, le premier sujet qui se trouvait dans une loge d'avant-scène, de prendre Lucien avec eux. Le duc y consentit en reconnaissant Lucien. « Vous avez réduit 2 personnes au désespoir, » lui dit le jeune homme en lui parlant du baron Châtelet et de madame de Bargeton. « Que sera-ce donc demain ?» dit Lucien. « Jusqu'à présent, mes amis se sont portés contre eux en voltigeurs, mais je tire à boulet rouge cette nuit. Demain, vous verrez pourquoi nous nous moquons de Potelet. L'article est intitulé « Potelet de 1811 à Potelet de 1821 ». Châtelet sera le type des gens qui ont renié leur bienfaiteur en se ralliant aux Bourbons. Après avoir fait sentir tout ce que je puis, j'irai chez madame de Montcornet. » Lucien eut avec le jeune duc une conversation étincelante d'esprit. Il était jaloux de prouver à ce grand seigneur combien mesdames d'Espard et de Bargeton s'étaient grossièrement trompées en le méprisant. Mais il montra le bout de l'oreille en essayant d'établir ses droits à porter le nom de Rubempré quand, par malice, le duc de Rhétoré l'appela Chardon. « Vous devriez, lui dit le duc, vous faire royaliste. Vous vous êtes montré un homme d'esprit. Soyez maintenant homme de bon sens. La seule manière d'obtenir une ordonnance du roi qui vous rende le titre et le nom de vos ancêtres maternels est de la demander en récompense des services que vous rendrez au château. Les libéraux ne vous feront jamais compte. Voyez-vous, la Restauration finira par avoir raison de la presse, la seule puissance à craindre. On a déjà trop attendu. Elle devrait être muselée. Profitez de ces derniers moments de liberté pour vous rendre redoutable. Dans quelques années, un nom et un titre seront en France des richesses plus sûres que le talent. Vous pouvez ainsi tout avoir, esprit, noblesse et beauté. Vous arriverez à tout. Ne soyez donc en ce moment libéral que pour vendre avec avantage votre royalisme. » Le duc pria Lucien d'accepter l'invitation à dîner que devait lui envoyer le ministre avec lequel il avait soupé chez Florine. Lucien fut en un moment séduit par les réflexions du gentilhomme et charmé de voir s'ouvrir devant lui les portes des salons d'où il se croyait à jamais banni quelques mois auparavant. Il admira le pouvoir de la pensée. La presse et l'esprit étaient donc le moyen de la société présente. Lucien comprit que, peut-être, Lousteau se repentait de lui avoir ouvert les portes du temple. Il sentait déjà, pour son propre compte, la nécessité d'opposer des barrières difficiles à franchir aux ambitions de ceux qui s'élançaient de la province vers Paris. Un poète serait venu vers lui, comme il s'était jeté dans les bras d'Étienne. Il n'osait se demander quel accueil il lui ferait. Le jeune duc aperçut chez Lucien les traces d'une méditation profonde, et ne se trompa point en cherchant la cause. Il avait découvert à cet ambitieux, sans volonté fixe, mais non sans désir, tout l'horizon politique, comme les journalistes lui avaient montré du haut du temple, ainsi que le démon à Jésus, le monde littéraire et ses richesses. Lucien ignorait la petite conspiration ourdie contre lui par les gens que blessait en ce moment le journal, et dans laquelle M. de Rhétoré trempait. Le jeune duc avait effrayé la société de madame d'Espard en leur parlant de l'esprit de Lucien. Chargé par madame de Bargeton de sonder le journaliste, il avait espéré le rencontrer à l'Ambigu comique. Ni le monde, ni les journalistes n'étaient profonds.
Ne croyez pas à des trahisons ourdies. Ni l'un ni les autres, ils n'arrêtent de plan. Leur machiavélisme va pour ainsi dire au jour le jour et consiste à toujours être là, prêts à tout, prêts à profiter du mal comme du bien, à épier les moments où la passion leur livre un homme. Pendant le souper de Florine, le jeune duc avait reconnu le caractère de Lucien. Il venait de le prendre par ses vanités et s'essayait sur lui à devenir diplomate. Lucien, la pièce jouée, courut à la rue Saint-Fiacre y faire son article sur la pièce. Sa critique fut, par calcul, âpre et mordante. Il se plut à essayer son pouvoir. Le mélodrame valait mieux que celui du panorama dramatique, mais il voulait savoir s'il pouvait, comme on le lui avait dit, tuer une bonne et faire réussir une mauvaise pièce. Le lendemain, en déjeunant avec Coralie, il déplia le journal, après lui avoir dit qu'il y éreintait l'ambigu comique. Lucien ne fut pas médiocrement étonné de lire, après son article sur Madame de Bargeton et sur Châtelet, un compte-rendu de l'ambigu si bien édulcoré durant la nuit que, tout en conservant sa spirituelle analyse, il en sortait une conclusion favorable. La pièce devait remplir la caisse du théâtre. Sa fureur ne saurait se décrire. Il se proposa de dire 2 mots à Lousteau. Il se croyait déjà nécessaire, et se promettait de ne pas se laisser dominer, exploiter comme un niais. Pour établir définitivement sa puissance, il écrivit l'article où il résumait et balançait toutes les opinions émises à propos du livre de Nathan pour la revue de Doria et de Finot. Puis, une fois monté, il brocha l'un de ses articles, Variétés, dus au Petit Journal. Dans leur première effervescence, les jeunes journalistes pondent des articles avec amour et livrent ainsi, très imprudemment, toutes leurs fleurs. Le directeur du panorama dramatique donnait la première représentation d'un vaudeville afin de laisser à Florine et à Coralie leur soirée. On devait jouer avant le souper. Lousteau vint chercher l'article de Lucien, fait d'avance sur cette petite pièce, dont il avait vu la répétition générale, afin de n'avoir aucune inquiétude relativement à la composition du numéro. Quand Lucien lui eut lu l'un de ces petits charmants articles sur les particularités parisiennes qui firent la fortune du journal, Étienne l'embrassa sur les 2 yeux et le nomma la providence des journaux. « Pourquoi donc t'amuses-tu à changer l'esprit de mes articles ?» dit Lucien, qui n'avait fait ce brillant article que pour donner plus de force à ses griefs. « Moi ?» s'écria Lousteau. « Eh bien, qui donc a changé mon article ?»« Mon cher, répondit Étienne en riant, tu n'es pas encore au courant des affaires. L'ambigu nous prend 20 abonnements, dont 9 seulement sont servis au directeur, au chef d'orchestre, au régisseur, à leur maîtresse et à 3 copropriétaires du théâtre. Chacun des théâtres du boulevard paye ainsi 800 francs au journal. Il y a pour tout autant d'argent en loge donné à Finot, sans compter les abonnements des acteurs et des auteurs. Le drôle se fait donc 8000 francs au boulevard. Par les petits théâtres, juge des grands. Comprends-tu ? Nous sommes tenus à beaucoup d'indulgence. Je comprends que je ne suis pas libre d'écrire ce que je pense. Eh, que t'importe, si tu y fais tes orges, s'écria Lousteau. D'ailleurs, mon cher, quel grief as-tu contre le théâtre ? Il te faut une raison pour échiner la pièce d'hier. Échiner pour échiner, nous compromettrions le journal. Quand le journal frapperait avec justice, il ne produirait plus d'aucun effet. Le directeur t'a-t-il manqué ? Il ne m'avait pas réservé de place. Bon, fit Lousteau, je montrerai ton article au directeur, je lui dirai que je t'ai adouci, tu t'en trouveras mieux que de l'avoir fait paraître. Demande-lui demain des billets. Il t'en signera 40 en blanc, tous les mois. Et je te mènerai chez un homme avec qui tu t'entendras pour les placer. Il te les achètera tous à 50% de remise sur le prix des places. On fait sur les billets de spectacle le même trafic que sur les livres. Tu verras un autre Barbet, un chef de claque. Il ne demeure pas loin d'ici. Nous avons le temps, viens. Mais, mon cher, Finot fait un infâme métier à lever ainsi sur les champs de la pensée des contributions indirectes, tôt ou tard. Oh ça, d'où viens-tu ? S'écria Lousteau.
Pour qui prends-tu Finot? Sous sa fausse bonhomie, sous cet air turcaret, sous son ignorance et sa bêtise, il y a toute la finesse du marchand de chapeaux dont il est issu. N'as-tu pas vu dans sa cage, au bureau du journal, un vieux soldat de l'Empire, l'oncle de Finot? Cet oncle est non seulement un honnête homme, mais il a le bonheur de passer pour un niais. Il est l'homme compromis dans toutes les transactions pécuniaires. À Paris, un ambitieux est bien riche quand il a près de lui une créature qui consent à être compromise. Il est en politique, comme en journalisme, une foule de cas où les chefs ne doivent jamais être mis en cause. Si Finot devenait un personnage politique, son oncle deviendrait son secrétaire et recevrait pour son compte les contributions qui se lèvent dans les bureaux sur les grandes affaires. Giroudeau, qu'au premier abord on prendrait pour un niais, a précisément assez de finesse pour être un compère indéchiffrable. Il est en vedette pour empêcher que nous ne soyons assommés par les criailleries, par les débutants, par les réclamations, et je ne crois pas qu'il y ait son pareil dans un autre journal. Il joue bien son rôle, dit Lucien. Je l'ai vu à l'œuvre. Étienne et Lucien allèrent dans la rue du Faubourg du Temple, où le rédacteur en chef s'arrêta devant une maison de belle apparence. « Monsieur Braulard y est-il » demanda-t-il au portier. « Comment, monsieur » dit Lucien. « Le chef des claqueurs est donc monsieur ?»« Mon cher, Braulard a 20 000 livres de rente. Il a la griffe des auteurs dramatiques du boulevard, qui tous ont un compte courant chez lui, comme chez un banquier. Les billets d'auteur et de faveur se vendent. Cette marchandise, Braulard la place. Fais un peu de statistique, science assez utile quand on n'en abuse pas. À 50 billets de faveur par soirée à chaque spectacle, tu trouveras 250 billets par jour. Si, l'un dans l'autre, ils valent 40 sous, Braulard paye 125 francs par jour aux auteurs et court la chance d'en gagner autant. Ainsi, les seuls billets des auteurs lui procurent près de 4 000 francs par mois. Au total, 48 000 francs par an. Suppose 20 000 francs de perte, car il ne peut pas toujours placer ses billets. Pourquoi ? Ah, les gens qui viennent payer leur place au bureau passent concurremment avec les billets de faveur qui n'ont pas de place réservée. Enfin, le théâtre garde ses droits de location. Il y a les jours de beau temps et de mauvais spectacles. Ainsi, Braulard gagne peut-être 30 000 francs par an sur cet article. Puis il a ses claqueurs, autre industrie. Florine et Coralie sont ses tributaires. Si elles ne le subventionnaient pas, elles ne seraient point applaudies à toutes les entrées et leurs sorties. Lousteau donnait cette explication à voix basse en montant l'escalier. « Paris est un singulier pays, » dit Lucien, en trouvant l'intérêt accroupi dans tous les coins. Une servante proprette introduisit les deux journalistes chez M. Braulard. Le marchand de billets, qui siégeait sur un fauteuil de cabinet, devant un grand secrétaire à cylindre, se leva en voyant Lousteau. Braulard, enveloppé d'une redingote de molleton gris, portait un pantalon à pied et des pantoufles rouges, absolument comme un médecin ou comme un avoué. Lucien vit en lui l'homme du peuple enrichi. Un visage commun, des yeux gris pleins de finesse, des mains de claqueur, un teint sur lequel les orgies avaient passé comme la pluie sur les toits, des cheveux grisonnants et une voix assez étouffée. « Vous venez sans doute pour mademoiselle Florine et monsieur pour mademoiselle Coralie, dit-il. Je vous connais bien. Soyez tranquille, monsieur, dit-il à Lucien. J'achète la clientèle du gymnase. Je soignerai votre maîtresse et je l'avertirai des farces qu'on voudrait lui faire. » « Ce n'est pas de refus, mon cher Braulard, dit Lousteau. Mais nous venons pour les billets du journal, à tous les théâtres des boulevards. Moi comme rédacteur en chef, monsieur comme rédacteur de chaque théâtre. Ah oui, Finot a vendu son journal. J'ai su l'affaire. Il va bien, Finot. Je lui donne à dîner à la fin de la semaine. Si vous voulez me faire l'honneur et le plaisir de venir, vous pouvez amener vos épouses. Il y aura noces et festins. Nous avons Adèle Dupuis, Ducange, Frédéric du Petit-Méret, mademoiselle Millot, ma maîtresse. Nous rirons bien. Nous boirons mieux. Il doit être gêné, Ducange. Il a perdu son procès.
Je lui ai prêté 10 000 francs. Le succès de Calas va me les rendre. Aussi l'ai-je chauffé. Ducange est un homme d'esprit. Il a des moyens. » Lucien croyait rêver en entendant cet homme apprécier les talents des auteurs. « Coralie a gagné, lui dit Braulard de l'air d'un juge compétent. Si elle est bonne enfant, je la soutiendrai secrètement contre la cabale à son début au gymnase. Écoutez, pour elle, j'aurai des hommes bien mis aux galeries qui souriront et qui feront de petits murmures afin d'entraîner l'applaudissement. Voilà un manège qui pose une femme. Elle me plaît, Coralie, et vous devez être content d'elle. Elle a des sentiments. Ah, je puis faire chuter qui je veux. » « Mais pour les billets, dit Lousteau. »« Eh bien, j'irai les prendre chez monsieur, vers les premiers jours de chaque mois. Monsieur est votre ami, je le traiterai comme vous. Vous avez 5 théâtres, on vous donnera 30 billets. Ce sera quelque chose comme 75 francs par mois. Peut-être désirez-vous une avance ? Dit le marchand de billets en revenant à son secrétaire et tirant sa caisse pleine d'écus. Non, non, dit Lousteau, nous garderons cette ressource pour les mauvais jours. Monsieur, reprit Braulard en s'adressant à Lucien, j'irai travailler avec Coralie ces jours-ci. Nous nous entendrons bien. Lucien ne regardait pas sans un étonnement profond le cabinet de Braulard où il voyait une bibliothèque, des gravures, un meuble convenable. En passant par le salon, il en remarqua l'ameublement également éloigné de la mesquinerie et du trop grand luxe. La salle à manger lui parut être la pièce la mieux tenue. Il en plaisanta. « Mais Braulard est gastronome, dit Lousteau. Ses dîners, cités dans la littérature dramatique, sont en harmonie avec sa caisse. »« J'ai de bons vins, répondit modestement Braulard. Allons, voilà mes allumeurs, s'écria-t-il en entendant des voix enrouées et le bruit de pas singuliers dans l'escalier. En sortant, Lucien vit défiler devant lui la puante escouade des claqueurs et des vendeurs de billets, tous gens à casquette, à pantalons mûrs, à redingotes râpées, à figures patibulaires, bleuâtres, verdâtres, boueuses, rabougries, à barbe longue, aux yeux féroces et patelins, tout à la fois. Horrible population qui vit et foisonne sur les boulevards de Paris, qui, le matin, vend des chaînes de sûreté, des bijoux en or pour 25 sous, et qui claque sous les lustres le soir, qui se plie enfin à toutes les fangeuses nécessités de Paris. « Voilà les Romains, dit Lousteau en riant, voilà la gloire des actrices et des auteurs dramatiques. Vu de près, ce n'est pas plus beau que la nôtre. »« Il est difficile, répondit Lucien en revenant chez lui, d'avoir des illusions sur quelque chose à Paris. Il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès. » Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. Si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.